fin de l'art. Cet essai trouve son origine dans une brève contribution à un symposium sur l'état du monde de l'art, avec des déclarations de même type dues à John Berger, Clément Greenberg et Rosalind Krauss. Il a paru dans le regretté Soho News sous le titre spirituel Art Attack. Suite à cette déclaration, j'ai été invité au Walker Institute of Contemporary Art à Minneapolis afin de participer à une série de conférences consacrées à l'avenir. J'ai considérablement élargi cette conférence pour en faire une contribution qui devint le pivot d'un volume intitulé The Depths of Art édité par Beryl Lang et publié par Haven Publication, volume pour lequel Lang avait invité un certain nombre d'auteurs à répondre à mon papier ou à prendre position par rapport au thème. À chacune de ces étapes, cet essai constitue une réponse au triste état du monde de l'art, auquel j'ai cherché et continue à chercher une explication. Je suis de plus en plus convaincu par le modèle de l'histoire de l'art que j'ai fini par développer et que je mène une étape plus loin dans le 9e essai. Mais il est clair qu'il faut y voir une des formes de l'assujettissement de l'art décrit dans le premier essai. Ce modèle stipule que l'art a sa propre philosophie comme but. Il remplit sa destinée en finissant par devenir de la philosophie. Bien entendu, l'art réalise bien plus et bien moins que cela, et parler de la mort de l'art est donc une exagération. Cependant, que notre art soit un art post-historique est une conclusion qui s'impose davantage avec chaque saison nouvelle. Il existe des visions philosophiques de l'histoire qui permettent ou même exigent des spéculations concernant l'avenir de l'art. De telles spéculations concernent la question de savoir si l'art a un avenir et il faut les distinguer de celles qui se demandent quel sera l'art de l'avenir si nous supposons que l'art continuera à exister indéfiniment. En fait, ces dernières questions sont d'une certaine manière plus malaisées à cause des difficultés liées à la tentative d'imaginer de quoi auront l'air les œuvres d'art de l'avenir ou comment elles seront appréciées. On n'a qu'à se représenter à quel point il aurait été hors de question en 1865 de prédire les formes de la peinture post-impressionniste ou de prévoir, ne fût-ce qu'en 1910, que pas plus de 5 ans plus tard, il y aurait une œuvre comme In Advance of the Broken Arm de Duchamp, qui même lorsqu'elle a été acceptée comme œuvre d'art a gardé son identité de belle de neige, tout à fait ordinaire. Les autres arts peuvent fournir des exemples comparables, surtout si nous nous approchons de notre propre siècle. Si quelque chose d'analogue à certaines productions de la musique, de la poésie et de la danse produites alors était apparu plus tôt, comme ensemble de mots, de sons ou de mouvements, cela n'aurait pas pu être perçu comme de l'art. L'artiste visionnaire Albert Robida commença en 1882 la publication de la série Le XXe siècle. Il se proposait de montrer le monde comme il serait en 1952. Ces images sont remplies de miracles à venir. Le téléphonoscope, les machines volantes, la télévision, les métropoles subaquatiques, mais les images elles-mêmes sont sans aucun doute de leur propre temps, tout comme l'est dans la plupart des cas leur manière de montrer ce qu'elles montrent. Robida imagina qu'il y aurait des restaurants dans le ciel où les clients se rendraient à bord de véhicules volants. Mais ces restaurants anticipés de manière si intrépide sont composés de ferronneries ornementales comme celles que nous associons avec les Halles et la gare Saint-Lazare, et par leur proportion, autant que par leur ornementation, ils ressemblent beaucoup aux bateaux à vapeur qui sillonnèrent le Mississippi à cette époque. Ils sont fréquentés par des messieurs en chapeau haut de forme et par des dames en faux cul. On y trouve des serveurs qui portent des tabliers longs, typiques de la belle époque, et les clients arrivent dans des ballons que Montgolfier reconnaîtrait. On peut être certain que si Robida avait dépeint un musée d'art subaquatique, ses œuvres d'avant-garde auraient été des peintures impressionnistes, à supposer que Robida eût été capable d'apprécier celle-ci. En 1952, les galeries d'art les plus avancées exposaient Pollock, de Kooning, Gottlieb et Klein, ce qui aurait été temporellement inimaginable en 1882. Rien n'appartient autant à son propre temps que les coups d'œil d'une époque sur l'avenir.
Buck Rogers transpose les idiomes décoratifs des années 30 dans le 21e siècle et maintenant ces visions nous semblent aller de pair avec le Rockefeller Center de l'Automobile Corps. Les romans de science-fiction des années 50 projettent la morale sexuelle de l'ère Eisenhower et le Martini Drive dans des éons éloignés, et les vêtements techniques portés par les astronautes font partie de la mode vestimentaire de l'époque. Donc si nous devions dépeindre une galerie d'art interplanétaire, celle-ci présenterait des œuvres qui auraient avancé qu'elles pourraient nous paraître, appartiendraient à l'histoire de l'art au moment où de telles galeries existeraient, tout comme l'habillement ultramoderne dont nous revêtons les gens, que nous montrons fera sous peu partie de l'histoire des costumes. L'avenir est un genre de miroir dans lequel nous ne pouvons que nous montrer nous-mêmes, bien qu'il nous semble être une fenêtre à travers laquelle nous pouvons voir les choses à venir. Le mot merveilleux de Léonard, selon lequel ogni dipintore dipingesse, tout peintre se dépeint lui-même, met l'accent sur une limitation historique non voulue, comme le montrent ses propres dessins visionnaires si profondément ancrés dans leur époque. Nous pouvons imaginer que toutes sortes de choses vont exister, mais lorsque nous cherchons à imaginer ces choses, elles prennent inévitablement l'aspect de choses qui existent déjà, car nous ne pouvons leur donner que les formes que nous connaissons. Cela étant, il est possible d'avancer des spéculations historiques concernant l'avenir de l'art sans s'engager quant à savoir de quoi auront l'air les œuvres d'art de l'avenir, s'il doit y en avoir. Il est même possible de supposer que l'art lui-même n'a pas d'avenir, bien que des œuvres d'art puissent encore être produites post-historiquement, simples après-choc d'une vitalité disparue. Telle était en fait une des thèses de Hegel, et certaines de ses conceptions ont inspiré cet essai, car il a affirmé de manière tout à fait univoque que l'art comme tel, du moins dans sa vocation la plus élevée, est complètement dépassé comme moment historique, bien qu'il n'ait pas été, jusqu'à prédire qu'il n'y aurait plus d'œuvres d'art. Certain que sa thèse extraordinaire était vraie, il aurait pu soutenir qu'il n'y avait rien à dire concernant ces œuvres à venir qui seraient peut-être, ou même forcément, produites d'une manière qu'il ne pouvait pas anticiper et appréciées d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Je trouve extraordinaire la pensée selon laquelle le monde aurait traversé ce qu'on pourrait appeler l'âge de l'art, d'une manière comparable à celle selon laquelle, conformément à une spéculation théologique du théoricien chrétien Joachim de Flore, l'âge du Père a pris fin avec la naissance de son Fils et l'âge du Fils avec le Saint-Esprit. Joachim n'affirmait pas que ceux dont l'accomplissement s'était situé à l'âge du Père s'éteindraient à l'âge du Fils, ou que leur forme de vie disparaîtrait brutalement. Ils peuvent continuer à exister au-delà du moment de leur mission historique, en quelque sorte, comme des fossiles historiques. C'est de cette façon qu'ils devaient voir les Juifs, peuple dont l'époque d'intervention sur la scène de l'histoire était à son avis révolue. Il y aura encore des Juifs à l'avenir et leurs formes de vie pourront évoluer de manière imprévisible, mais leur histoire ne coïncidera plus avec l'histoire de l'histoire elle-même que Joachim concevait dans le grand style philosophique. Hegel pensait presque exactement de la même manière que pendant une période donnée, les énergies de l'histoire avaient coïncidé avec celles de l'art, mais que désormais l'histoire et l'art devaient s'engager dans des directions différentes, bien que l'art puisse continuer à exister sous ce que j'ai appelé la forme post-historique. Son existence est désormais dénuée de toute signification historique. Bien entendu, une telle thèse ne peut guère être méditée en dehors du cadre d'une philosophie de l'histoire. Il serait difficile de prendre au sérieux si la question urgente de l'avenir de l'art ne se posait de l'intérieur du monde de l'art lui-même. En effet, on peut considérer que, de nos jours, il a perdu toute direction historique, et nous devons nous demander si cela est temporaire, si l'art va regagner la voie de l'histoire, ou si cette condition déstructurée est son avenir, une sorte d'entropie culturelle. Dans cette éventualité, ce qui va venir à la suite, quoi que cela puisse être, sera dépourvu d'importance, puisque le concept d'art s'est épuisé de l'intérieur. L'existence de nos institutions, les musées, les galeries, les collectionneurs, les magazines d'art et ainsi de suite, présuppose un avenir significatif, voire un avenir brillant.
Un intérêt commercial inévitable pousse à savoir ce qui viendra maintenant et qui seront les praticiens importants des mouvements imminents. Le sculpteur anglais William Tucker se place tout à fait dans l'esprit de Joachim lorsqu'il affirme « Les années 60 étaient l'âge de la critique, maintenant c'est l'âge des marchands ». Mais supposons que tout ait réellement pris fin et qu'on ait atteint un point où il peut y avoir des changements sans développement, où les moyens dont dispose la production artistique peuvent seulement combiner et recombiner des formes connues, bien que des pressions externes puissent favoriser telle ou telle combinaison. Supposons que l'art n'ait plus la possibilité historique de continuer à nous étonner, qu'en ce sens l'âge de l'art soit usé intérieurement et que, selon la phrase bouleversante et mélancolique de Hegel, une forme de vie est vieillie. Est-il possible que la folle effervescence qui s'est emparée du monde de l'art durant les 7 ou 8 décennies passées ait été la fermentation terminale de quelque chose dont la chimie historique reste à élucider? Je me propose de prendre Hegel au sérieux et d'esquisser un modèle de l'histoire de l'art à l'intérieur duquel une thèse de ce genre puisse même se défendre. Afin de mettre davantage en valeur le sens qu'elle peut avoir, je vais d'abord esquisser 2 modèles plus familiers de l'histoire de l'art, car le modèle qui m'intéressera en dernière analyse les présuppose d'une manière frappante et presque dialectique. Notons que si le premier modèle s'applique en premier lieu à l'art mimétique, la peinture, la sculpture et le film, le deuxième inclura ces arts, mais aussi bien d'autres aspects de l'art qui vont bien au-delà de ce qui peut sans problème être caractérisé comme mimétique. Le modèle final sera si inclusif que la question de savoir si l'art a pris fin aura pour référence le terme art lui-même dans toute son extension, bien qu'elle trouve sa référence la plus dramatique dans les objets mis à notre disposition par ce qui est connu de façon plus restreinte comme le monde de l'art. En effet, une partie de l'explication réside dans le fait que les limites entre la peinture et les autres arts, la poésie, les arts de performance, la musique et la danse, sont devenues radicalement instables. C'est du fait de cette instabilité en tant qu'elle résulte des facteurs qui rendent historiquement possible mon modèle final que nous pouvons poser la question funeste. Je conclurai en me demandant comment nous pouvons nous accommoder du fait que la réponse à la question est positive, donc du fait qu'il en est réellement fini de l'art puisqu'il s'est transformé en philosophie. Thomas Kuhn nous surprend lorsque, dans l'exposé de ses conceptions nouvelles concernant l'histoire de la science, il fait remarquer que la peinture était considérée au XIXe siècle comme la discipline progressive par excellence. La preuve que le progrès était vraiment possible dans le domaine humain. Le modèle progressif de l'histoire de l'art provient de Vasari qui, selon Gombrich, considérait l'histoire des styles comme la conquête graduelle des apparences naturelles. Il est intéressant de savoir que c'est là aussi l'opinion de Gombrich lui-même, énoncée en toutes lettres dans The Image and the Eye et partout à travers son œuvre. L'histoire de l'art, ou du moins celle de la peinture conçue de cette façon, est effectivement finie, et je commencerai donc par exposer ce modèle bien connu. Le progrès en question se définissait avant tout en termes de duplication optique, c'est-à-dire que le peintre maîtrisait des techniques de plus en plus perfectionnées lui permettant de fournir des expériences visuelles effectivement équivalentes à celles que fournissent des choses et des scènes réelles. La distance décroissante entre stimulation optique réelle et picturale était donc la marque du progrès en peinture, et on pouvait mesurer son avancée en relation à la possibilité pour l'œil nu de noter une différence entre les deux. L'histoire de l'art démontrait l'existence d'une avancée dans la mesure où l'œil nu pouvait constater plus facilement des différences avec la réalité chez Cimabue que chez Ingres. On pouvait donc prouver que l'art progressait de la même manière que la science espérait le faire si l'on admet que l'optique n'est ici qu'une métaphore désignant la réalisation dans l'esprit humain d'une représentation ayant la même exactitude que les connaissances toutes nues d'un esprit divin. Bien qu'encore à l'époque du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, on put continuer à entretenir la rêverie sémantique, selon laquelle ce qu'il appelle la totalité des sciences de la nature était une image composite, logiquement isomorphe, avec le monde conçu comme la somme totale des faits.
On pouvait donc lire l'histoire de la science comme l'amenuisement progressif de la distance entre la représentation et la réalité. Cette histoire fournissait un fondement à l'espoir que les îlots d'ignorance qui subsistaient allaient peu à peu être élucidés, de manière à ce que tout pût finalement être connu. Exactement comme en peinture, tout pouvait finalement être montré. Il est cependant possible de proposer une conception un peu plus large du progrès artistique que celui fourni par la seule peinture, en réfléchissant sur l'accroissement de notre pouvoir représentationnel dû à l'invention du cinéma. Bien entendu, les artistes avaient depuis longtemps mis au point des techniques permettant de dépeindre des objets en mouvement. Il ne fait pas de doute que le David de Bernin dépeint un jeune guerrier en mouvement, propulsant une pierre, que les cavaliers de Léonard se dressent sur leur monture, que l'eau qu'il représente dans ses dessins jaillit, ou encore que les nuages de ces images de tempête sont chassés à travers les cieux. De même, il n'y a pas de doute que dans la fresque de Giotto à l'Arena de Padoue, le Christ lève un bras admonestatoire pour chasser les usuriers. Et pourtant, bien que nous sachions que nous contemplons une chose douée de mouvement, nous ne voyons pas l'équivalent de la manière dont des choses en mouvement se présentent réellement à nos yeux. Car nous ne voyons pas le mouvement. Nous l'avons inféré en nous fondant sur des indices subtils que l'artiste a insérés dans son œuvre pour nous amener à inférer les caractéristiques que les objets et événements correspondants posséderaient dans l'espace et le temps réel. Il s'agit donc de représentations d'objets en mouvement qui n'étaient pas des représentations en mouvement. Et cette distinction nous permet d'apprécier ce que les images cinématographiques et rétrospectivement la perspective linéaire ont réussi, à savoir la promotion d'une sorte de perception directe et l'élimination d'une relation de médiation inférentielle facilitée par des indices à la réalité perceptuelle. Avant la découverte de la perspective, les artistes pouvaient nous aider à savoir que nous percevions des objets s'éloignant dans l'espace, cela par les recouvrements, la différenciation des tailles, les ombres, les gradations de texture et ainsi de suite. Mais grâce à la perspective, ils pouvaient les montrer réellement comme éloignés. Avant, on savait que la figure en robe rose devait être plus près de la fenêtre que la figure qui murmurait quelque chose à l'ange. Mais grâce à la technique de la perspective, nous pouvions percevoir ce fait plus ou moins directement.